Moi, condamné. Je suis sous le coup d'une ordonnance pénale pour injure et diffamation. Cette affaire avait tout d'abord été classée par le ministère public du canton de Genève, puis par la suite d'un recours du plaignant, elle a finalement abouti à une condamnation. Il peut toujours y avoir une diversité d'interprétations sur la qualification juridique de tel ou tel propos. Mais j'ai pris la décision de ne pas faire opposition. Je vais vous expliquer pourquoi et ce que cela signifie, mais aussi ce que cela ne signifie pas. Claude-François Robert était médecin cantonal du canton de Neuchâtel pendant la crise Covid. J'ai employé à son égard le terme « capot » avec un « K » dans la phrase suivante. Il s'est transformé en capot sanitaire, inapte à toute réflexivité. Ce mot porte une charge historique qui le rend inacceptable. Point. La critique, même virulente et licite, l'injure ne l'est pas. Or, ce terme était bel et bien une injure. Je reconnais avoir franchi une limite. Avant d'enregistrer cette émission, j'ai écrit personnellement à Claude-François Robert pour lui présenter mes excuses. Je tenais à ce que ce geste soit d'abord privé, d'homme à homme. Je lui présente également ici des excuses publiques. Les torts que je lui reproche dans l'exercice de ses fonctions sont une chose, mais avoir employé ce terme était une faute. C'est cette faute que je reconnais, en tirant les conséquences, accepter cette condamnation et présenter mes excuses à l'intéressé. J'ajouterai que je n'ai évidemment aucune animosité personnelle contre Claude-François Robert. Je le connais depuis fort longtemps, nous avons collaboré sur différents chantiers en santé publique et je le connais comme une bonne personne. Et je le dis sans mépris ou manque de considération. Pas c'est un bon gars, non, c'est une bonne personne. C'est un médecin qui a beaucoup travaillé dans l'humanitaire, qui, du temps où je l'ai connu, manifestait une éthique très sincère et une sensibilité aux besoins des populations. Il a même un côté poète et romancier, écrivant des livres, disant qu'il a besoin de contrebalancer sa fonction et sa rigidité avec une évasion dans l'imaginaire. Bref, quelqu'un franchement avec qui je ne me voyais pas entrer en conflit. Il est fondamental pour moi d'agir en cohérence avec mes valeurs, et donc d'assumer la responsabilité de mes actions et de mes paroles, tout comme de reconnaître mes torts s'il m'arrive d'en avoir. On ne peut pas critiquer les dérives des autres si on n'est pas capable de regarder les siennes. Je maintiens l'intégralité de mes critiques sur la gestion de la crise sanitaire. Je suis prêt à les défendre devant n'importe quelle autorité, scientifique, politique ou judiciaire. Ce que je reproche à cette gestion, ça a été un verrouillage complet du débat, c'est-à-dire la négation de la science et de la démocratie, l'imposition d'une pensée unique, des transgressions graves de l'éthique et des bonnes pratiques en santé publique, des mesures présentées comme sanitaires alors qu'elles ne l'étaient pas, une absence d'honnêteté et de transparence à ce sujet. Le traumatisme de la mauvaise gestion de crise est encore si vif que bien des gens ne mesurent toujours pas la violence extrême de ce qui nous a été infligé. La remarquable psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont l'a rappelé dans l'émission qu'elle anime sur Europe 1. Écoutons-la. Une situation qui s'est répétée des milliers de fois pendant le Covid. Sur le dossier du patient, une ligne, mise en bière immédiate. L'administration médicale a prévu, kafkaïenne, orwellienne, une case à cocher. Un trait de stylo vous interdira dès lors le dernier adieu, le dernier regard, le dernier baiser. Les années Covid ont montré une seule chose, Orwell était optimiste. Le virage anthropologique dont je parle à propos de la crise sanitaire n'est pas une exagération sentimentaliste de psychologue. Les dégâts sur la santé mentale ont été reconnus, comme l'augmentation de la prise de psychotropes et la diminution des compétences sociales des mineurs, mais surtout, une accélération vertigineuse s'en est suivie dans la déshumanisation de notre société. Dans une fuite en avant absurde, nous ne voulons pas le voir. Mais pour la première fois dans notre civilisation, la cérémonie funéraire a été considérée comme facultative. Un patient n'a pu accompagner son fils de 20 ans mourant d'un cancer. D'autres ont vu partir un proche et n'ont pu récupérer qu'un papier, une housse hermétique effaçant toute possibilité d'adieu. Au nom du bien et de la santé, c'est le progressisme le plus cynique,
le plus barbare, le plus obscurantiste que notre administration médicale a brandi en modèle de santé publique. Des personnes âgées se laissant glisser, des morts à peine enterrés, des enfants masqués, des couples transfrontaliers séparés du jour au lendemain comme le hurlait dans sa détresse une jeune accouchée alors que je sortais du JT pour parler des dégâts du confinement. La réticence médiatique à revenir sur cette période nous fait passer, je crois, à côté d'une clé de lecture essentielle de l'évolution de notre société. Une société où l'on estampille du doux nom de progrès toute avancée dans le contrôle des lois naturelles de la vie, dans le déni de la relation comme fondement de la vie humaine, dans l'incitation à la mort et à la désarticulation des liens de filiation. Mieux escamoter notre échec patent d'hommes modernes esselés à sauver la chair de l'existence, le lien à l'autre. Pour en parler aujourd'hui, je reçois, non sans émotion, Laurent Frémont, dont le papa est mort seul pendant le Covid, que vous avez sûrement lu ou entendu dans les médias et qui vient nous parler aujourd'hui de son combat pour que chaque malade ait un droit de visite, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Ce que décrit Marie-Estelle Dupont, cette violence inouïe, infligée aux plus vulnérables, n'est pas le fruit du hasard ou de l'improvisation. Prenons un seul exemple, la fermeture des écoles. On savait que les données ne la justifiaient pas sur le plan épidémiologique. Daniel Koch, alors responsable de la division des maladies transmissibles à l'Office fédéral de la santé publique, l'a lui-même admis, il n'y avait aucune raison sanitaire. Sur le plan épidémiologique, a-t-il dit, ce n'était pas une nécessité, mais sur le plan de faire comprendre la situation, c'était bien qu'on l'a fait. Sic. L'objectif était de créer un choc psychologique dans la population. On ferme les écoles d'un pays non pas pour protéger les enfants, mais pour terroriser leurs parents. Voilà ce qu'on a fait. Et c'est précisément ce qui a été confirmé dans plusieurs pays. En Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, des scientifiques impliqués dans la gestion de crise ont eux-mêmes reconnu que les gouvernements leur avaient demandé de construire les narrations les plus susceptibles de faire paniquer la population. Aux États-Unis, les actuels directeurs des NIH, la grande agence de santé, et commissaires de la FDA, l'équivalent de Suisse Médic, professeurs Bhattacharya et Makary, l'ont dénoncé sous serment devant le Congrès. La communication officielle des gouvernements, soutenue par les experts attitrés et verrouillée par une grande partie de la presse, visait à susciter délibérément la peur, à terroriser la population, pour parler clairement, pour une épidémie qu'on aurait pu gérer autrement, avec un minimum de dégâts. Ceux qu'on accusait de désinformation disaient souvent la vérité, et ceux qui prétendaient la détenir nous mentaient. Des coupures de presse montrent que Claude-François Robert insistait surtout à l'époque sur son rôle de maîtrise des fake news et de combat contre la complosphère. Que les autorités de santé aient donné des informations qui se sont révélées fausses n'est pas le problème en soi. C'est le propre de la science de réviser les données. Le problème, c'est d'avoir qualifié génériquement toute objection de fake news, d'avoir mené une croisade identitaire contre le complotisme, au lieu de préserver son indépendance d'esprit en respect de ses responsabilités envers la population. Quand un médecin cantonal se fait chasseur de complotistes plutôt que gardien de la nuance scientifique, il a quitté son rôle. Mais au fait, qui étaient-ils, ces fameux complotistes ? John Ioannidis, professeur de médecine, d'épidémiologie et de biostatistique à Stanford, auteur de l'article le plus cité de l'histoire de la revue Public Library of Sciences Medicine, qualifié par The Atlantic et la plupart des gens d'un des plus grands scientifiques vivants et un des plus influents. Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence-Based Medicine d'Oxford. Plus de 450 publications évaluées par les pairs, H-index de 100, conseiller de l'OMS et de la FDA. Comme il est difficile de faire de la bonne science, l'Université d'Oxford a créé un centre pour la médecine evidence-based qui soit capable d'évaluer avec les meilleures compétences au monde l'aspect scientifique ou non d'une recommandation. Martin Kulldorff, biostatisticien, professeur à Harvard, et Jay Bhattacharya, dont on vient de parler, aujourd'hui directeur des National Institutes of Health. Ces scientifiques, avec de très nombreux autres, disaient tous la même chose. Le taux de létalité réel du Covid est bien inférieur à ce qu'on annonce. Les confinements causeront des dommages disproportionnés. Les fermetures d'écoles ne reposent sur aucune base épidémiologique, ce que Daniel Koch a fini lui-même par admettre.
Martin Kulldorff l'a dit sans ambiguïté, il n'y a jamais eu le moindre consensus scientifique en faveur des confinements. La Suède, par exemple, n'a jamais fermé ses écoles, jamais masqué ses enfants. Résultat, sur 1,8 million d'enfants, 0 décès, sans masque, sans distanciation, sans test. Et même à l'intérieur du système, des scientifiques quittaient en masse les agences fédérales américaines, écœurés par ce qu'ils appelaient de la mauvaise science. Des recommandations faites non sur la base de preuves, mais, je le cite, pour les rendre acceptables pour la Maison-Blanche. Ici en Suisse, 2 journalistes d'investigation spécialisés dans la médecine fondée sur les preuves, Senera Tinari et Catherine Riva, publiés dans le British Medical Journal et The Lancet, autrices du guide d'investigation en santé du Global Investigative Journalism Network, ont documenté exactement la même chose. Les mesures prises n'étaient pas fondées sur les preuves scientifiques. Elles qui étaient régulièrement sollicitées par leurs confrères ont été totalement ostracisées à partir du moment où elles l'ont dit. John Ioannidis, avec la chercheuse Michaela Shippers et le bioéthicien Harry Joff, a publié en 2022 dans Frontiers in Public Health un article documentant les mécanismes de contrainte, la montée des inégalités et les processus de formation de masse pendant la crise Covid. J'ai traduit cet article en français avec l'accord des auteurs et nous l'avons publié avec le sociologue Laurent Mucchielli. Leurs conclusions rejoignent évidemment exactement ce que je viens de vous dire. Ce qu'on vous a présenté comme la science n'en était pas. C'était une construction politique habillée en consensus. La proximité entre les autorités sanitaires, certains médias et les experts officiels a posé de sérieuses questions tout au long de cette crise. C'est un débat qu'il faudra tôt ou tard ouvrir, car une société démocratique ne peut fonctionner sans réel contre-pouvoir, et cet alignement intégral des médias sur les experts accrédités par l'État est problématique. Toutes ces critiques restent entières, elles ne sont pas l'objet de cette condamnation. Alors voilà, je reconnais avoir dérapé sous le coup de la colère. J'entendais répondre par une violence symbolique à ce que je percevais comme une violence étatique et institutionnelle faite à la population. Une violence dont on mesure aujourd'hui les conséquences. Explosion des troubles psychiques chez les jeunes, faillite en hausse de 35% dans le canton de Neuchâtel et de près de 50% à d'autres endroits, stigmatisation de tous ceux qui questionnaient, et une forme de trauma collectif dont notre société mettra des décennies à se remettre. Il faut aussi que je vous dise à quel point ça a été un cauchemar, et pour moi et quelques autres esprits ayant compris rapidement de quoi il s'agissait, de voir qu'on ne tenait aucunement compte des données objectives de l'épidémie, qu'on apportait des réponses inutiles et inévitablement dommageables, qu'on ne soignait pas les gens et qu'on n'en prenait pas soin alors qu'il était essentiel de le faire, et de voir ces dégâts se produire diligemment de mois en mois sans pouvoir rien y faire. Il y a eu aussi un climat, des campagnes de dénigrement systématique, des campagnes de haine et de destruction de réputation contre toutes les figures qui ont cherché à faire comprendre l'absurdité scandaleuse de cette situation. J'en ai fait l'objet, comme d'autres personnes profondément honorables, qui ont été traînées dans la boue. Je vais vous montrer à l'écran quelques exemples de ce qui s'écrivait à l'époque, y compris sur la page même du plaignant. Voici ce que le médecin cantonal neuchâtelois partageait sur son profil public. Une publication m'attaquant violemment et de manière évidemment diffamatoire. Nous avions collaboré avec Claude François Robert au sein de la Direction générale de la santé du canton de Genève. Il connaissait mon parcours, notamment au sein de l'association Pro Mente Sana. Qu'il ait relayé une attaque me traitant d'imposteur de mon métier, alors que nous nous connaissions, que nous nous fréquentions depuis 20 ans à l'intérieur du système de santé, laisse quand même pantois. Une publication d'un zététicien grossier, condamné en France pour insulte, dont je vous laisse apprécier le style courtois et fleuri. Et voilà ce que les abonnés de M. Robert publiaient en commentaire sans qu'il intervienne jamais. M. Robert déclarait par ailleurs dans la presse :
Puisque nous sommes à la rubrique correction et savoir-vivre, voici les propos de celui qui était alors ministre de la Santé du canton de Genève. Il me traite publiquement de gourou à la tête d'une secte vivant dans un monde imaginaire. Un conseiller d'État en exercice, sur les réseaux sociaux. Et quand je lui réponds, il insinue que je relève de la psychiatrie. Je cite « J'ai une formation d'avocat, non de psychiatre ». Oui, il y a eu un climat détestable d'agressivité sinon de haine, mais le fait qu'on nous en ait toujours rendu responsables, sans jamais voir ce qui du côté des positions officielles légitimait le fait de pouvoir s'en prendre à nous de cette manière et avec autant de violence, a participé à mon sentiment de révolte et d'injustice. Il y avait une véritable trollosphère et un véritable complexe industriel de la propagande et de la censure au service de la politique officielle. Cela n'a jamais été questionné. Voici par exemple la prose d'un pharmacien de Porrentruy qui ne cesse de publier depuis 6 ans des commentaires de cet acabit, repris abondamment par certains cercles, et celle d'un philosophe, entre guillemets, bien connu, invité sur les antennes de la RTS et de l'Aimant Bleu et dans les rédactions de Romandie. Sans oublier un florilège de Mathieu Rebaud sur Twitter dont je vous laisse apprécier les qualités stylistiques. C'est systématique, répété, c'est un mode opératoire. Or, le même Rebaud était au bénéfice d'un portrait héroïque dans le temps, tête chercheuse, figure de la science francophone sur Twitter. Il pourfend les pseudosciences comme il aime les chats avec tout son cœur. On continue ou on arrête ? Je dois aussi vous parler du rôle qu'a joué la presse dans cette crise. Vous aurez remarqué un mot qui revient dans chacun des titres. Complotiste, conspirationniste, anti-vax. C'est le même mécanisme à chaque fois, visant des personnes de grande qualité, comme le docteur Philippe Séguesser, un médecin admirable qui a occupé des responsabilités importantes dans le système hospitalier et dans les associations médicales, et parce qu'il a eu le malheur de nommer des points de prudence qu'il fallait avoir par rapport à certaines interventions, s'est fait lyncher médiatiquement par une presse dont c'est devenu parfois la principale activité, semble-t-il. Et c'est toujours le même mécanisme à chaque fois. Or, et c'est assez savoureux, même Sébastien Dieguez, qui est censé être un des spécialistes du sujet, reconnaît qu'il n'existe pas de définition du complotisme. Non, pas de définition, c'est une étiquette, pas un concept. J'ai préfacé pour ma part la traduction française du livre de Lance DeHaven Smith, professeur à l'université de Floride, qui explique comment cette étiquette a historiquement été utilisée pour discréditer toute mise en cause des violences institutionnelles. À chaque fois qu'il y a des violences d'État contre la population, la presse aux ordres ressort massivement l'étiquette de complotisme. Quand 24 heures, à l'époque où M. Ansermo en était rédacteur en chef, appelle les sponsors des ateliers de la Côte pour leur demander s'ils savent que des conférences complotistes ont lieu dans leurs murs. Ça n'est plus du journalisme, c'est du macartisme. Comme à l'époque, ils auraient appelé en disant « Mais vous savez qu'il y a des activités communistes ?»« Communistes ? Oui, il y a des progressistes qui se réunissent chez vous. » Et donc on ne discute pas des idées, on étrangle économiquement ceux qui les accueillent. Comme mon ami Christian Perronne, pendant 12 ans, responsable de la réponse sanitaire française aux épidémies, est venu donner une conférence à mes côtés en Suisse. Le Temps a immédiatement titré « La conférence des complotistes ». Le même journal qui faisait un portrait élogieux de celui qui écrit « Sale con et je vous pisse au cul » sur Twitter. Le même Christian Perronne que l'Ordre des médecins a blanchi, estimant qu'étant donné ses connaissances et son expérience, il était non seulement dans son droit, mais dans sa responsabilité de s'exprimer. Pendant la crise Covid, le débat scientifique n'a pas été arbitré par la presse, il a été interdit, réprimé. Des chercheurs dont vous venez de voir les profils académiques, des sommités mondiales, un prix Nobel, ont été systématiquement exclus des plateaux, des colonnes, des ondes. Non pas parce que leurs arguments avaient été réfutés, mais parce qu'ils contredisaient la ligne officielle.
À la place du débat, on a eu l'étiquetage complotiste, covidio, rassuriste, anti-vax, des mots conçus non pas pour répondre à un argument, mais pour dispenser d'y répondre, pour disqualifier, pour criminaliser la pensée, pour abattre. Une étiquette multi-usage, Ukraine, Epstein, climat. Dès que vous osez réfléchir à une de ces questions en dehors des sentiers battus, relayés servilement et docilement par la presse, alors vous êtes un complotiste. Criminaliser la pensée et interdire le débat, voilà le but. Sinon, on discute et on débat des idées. On a vu le développement d'une pensée paranoïaque autour du complotisme. Une menace mortelle pour la démocratie. Il faut cesser de trouver des excuses aux complotistes. Mais quel est le problème quand quelqu'un imagine un complot là où il n'y en a pas ? Quel est le problème ? Le problème, c'est quand il y a un complot et qu'on s'interdit d'y réfléchir. Jacques Beau, traité de complotiste, ancien colonel des services suisses de renseignement qui a collaboré avec l'OTAN en Ukraine, qui connaît la situation mieux que personne, qui ne prend position ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie, ni pour qui que ce soit, mais met à disposition son savoir et qui se permet de rappeler que l'OTAN a fomenté un coup d'État en 2014 en Ukraine, que l'OTAN et l'Occident ont refusé de respecter les accords de Minsk, et donc que la verbalisation colportée par les médias au sujet de ce conflit est totalement insuffisante à décrire le réel. Résultat, Jacques Beau est actuellement séquestré à Bruxelles, interdit d'accéder à ses avoirs, même pour s'acheter à manger, sans jamais avoir subi un procès, sans jamais avoir eu l'occasion de se défendre, dans une situation dont rêveraient les systèmes totalitaires, mais qu'on espérait inimaginable dans les démocraties. Complotisme pour cacher l'affaire Epstein. Certains esprits chagrins, aujourd'hui, s'interrogent sur le silence des médias, sur l'affaire Epstein. Que nenni, les médias ont été fort disers pour traiter toute cette affaire d'élucubration fantasmatique des complotistes, l'obsession complotiste, les fantasmes de tous les complotistes, jusqu'à ce que enfin les dossiers sortent et que le ministre adjoint de la justice américain dise qu'il y a dans ces dossiers des scènes de viol d'enfants, de meurtres, de tortures qui impliquent les élites de nos pays. Et oui, embarrassant, les complotistes avaient raison une fois de plus. Et puis toujours ces amalgames, bien sûr. Le climato-scepticisme se transforme en climato-complotisme. Il est des climatologues éminents qui disent « Mais attendez, il n'y avait pas de neige en Groenland dans l'an 1000, il y avait un mini-âge glaciaire au XVIIe siècle. Oh là là, prenons le temps de réfléchir. » Non, nous n'avons plus le droit de réfléchir. Je n'ai pas de religion en ce qui me concerne. Mais je réclame de pouvoir écouter tous les points de vue sans qu'une bien-pensance véreuse fasse obstacle pour m'en empêcher. On avait déjà vu ça très tôt, d'antivax à pro-Poutine. Et oui, comme c'est bizarre, les mêmes esprits séditieux se retrouvent toujours du même côté, dans le même camp, ceux qui osent s'opposer au discours blanc comme neige des autorités. Alors heureusement, quelques personnalités éminentes comme Mireille Zaki, Edgar Morin et d'autres disaient « Mais attention, il ne faut pas que l'étiquette complotiste serve à disqualifier ceux qui posent les bonnes questions, mais si, c'est exactement à cela que cela sert. » Et c'est dans ce sens, évidemment, que c'est utilisé. Alors je me permets un petit détour par le H-index, pour vous situer un peu la réalité des choses. On nous a fait croire que seuls des scientifiques marginaux et dissidents osaient contester ce qui était l'objet d'un très vaste consensus. C'est entièrement faux. Il existe un classement, un barème des scientifiques en fonction de leur influence sur le modèle de celui qu'on retrouve au jeu d'échecs ou dans le circuit de tennis. Vous savez, il y a un rang, Djokovic, Federer, Nadal à l'époque, Alcaraz aujourd'hui et Sinner, etc., où finalement on classe les gens en fonction de leurs résultats. Le H-index, c'est de cette nature. Et il importe de vraiment pouvoir situer les choses pour mesurer ce dont on parle. Ioannidis, que j'ai souvent mentionné, qui est une légende de l'épidémiologie, un des scientifiques les plus cités au monde, culmine à 275 points de H-index. C'est phénoménal.
Didier Raoult est à 210, on est dans une catégorie hors norme et légendaire, même si certaines personnes soulignent que bien qu'il ait fait des découvertes tout à fait éminentes et historiques en matière scientifique, Didier Raoult a un taux d'autocitation à travers différentes revues qui les pose à questionner son classement. Et puis ensuite, vous voyez, on a des gens comme Christian Drosten en Allemagne, Didier Pittet en Suisse. Alors l'essentiel de son H-index, c'est pour les raisons de lavage des mains en milieu hospitalier. Ça, c'est ce qui fait qu'il a été très cité, pour le reste moins. Neil Ferguson, ce modélisateur de l'Imperial College à Londres, dont les modélisations sont toujours fausses. Toujours. Il n'y a pas une fois où il est juste, il est très élevé parce qu'il est très cité. Donc, vous voyez, ça n'est pas un garant objectif de qualité, mais vous avez des gens remarquables comme Peter McCullough, qui a été exclu de la pratique médicale aux États-Unis parce que cardiologue, il a attiré l'attention sur des effets secondaires des injections. Peter Ahabi, un épidémiologiste et anthropologue de légende. Carl Hennigan, que nous avons vu, le directeur du Centre pour la médecine evidence-based de Oxford. Michael Levitt, dans la catégorie très élevée, prix Nobel de chimie, avec qui je me suis retrouvé dans le film Hold Up. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qui s'est dit dans Hold Up, mais c'était un documentaire qui faisait réfléchir. Il y a eu une campagne organisée pour le torpiller et le rendre inacceptable dès le lendemain. Martin Kulldorff, dont je vous ai parlé, Sunetra Gupta, même chose à Oxford, Christian Perron, dont je vous ai parlé, Guy Zecke, c'est une légende de l'épidémiologie suédoise, Jay Bhattacharya, Andrés Tegnell, le responsable de la réponse suédoise au Covid, Laurent Toubiana, le grand spécialiste des épidémies respiratoires en France, ostracisé comme rassuriste, et puis tout en bas de l'échelle, vous avez des gens comme Samia Hurst, Claude-François Robert ou Alessandro Diana, qui sont dans des catégories faibles par rapport à toutes les personnes que je vous ai présentées. Alors bien sûr, vous pouvez être très haut sur une échelle et dire des bêtises, vous pouvez être très bas et dire des choses d'intelligence, il n'y a pas de règle absolue, mais on comprend. Quand des gens qui ne sont que en bas de l'échelle de la compétence scientifique passent leur temps à torpiller ceux qui figurent tout au sommet et qui sont les meilleurs dans leur domaine, il y a un moment donné, on peut se demander si le joueur de tennis de Plan-les-Ouates ou de La Chaux-de-Fonds a raison de critiquer Djokovic, Federer et Nadal. Et donc un chercheur à 275 de H-index qualifié de covidio, un prix Nobel qualifié de dangereux, des épidémiologistes de Harvard, Stanford et Oxford traités comme des marginaux irresponsables. Alors que tous alertaient sur le fait que les réponses sanitaires imposées au nom de la science n'avaient en réalité absolument rien de scientifique. Et puis, il y a eu les fact-checkers, ces cellules de vérification souvent composées de journalistes, pas de scientifiques, qui se sont arrogés le droit de trancher des controverses scientifiques ouvertes, avec un fonctionnement à sens unique. On vérifiait les critiques, jamais les autorités, on qualifiait de faux ce qui était débattu et de vrai ce qui était officiel. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la police de la pensée déguisée en rigueur. L'affirmation « les journaux nous disent « on a vérifié », c'est faux. Ils brandissent le fact-checking comme un label de vérité. Et ce n'est pas un complotiste qui le dit. Une étude publiée dans Minerva, revue de Springer, par des chercheurs de l'université hébraïque de Jérusalem, de Bar-Ilan et de Haïfa, a documenté comment les fact-checkers ont été utilisés comme vecteurs d'attaque par des tiers pour discréditer des scientifiques de renommée mondiale. Le fact-checking pendant le Covid n'a pas été un outil de vérité. C'est un système de contrôle narratif financé par les plateformes technologiques au service d'intérêts industriels et politiques. Et c'est son propre créateur qui le dit. Cela pour masquer le mépris total des principes de santé publique, comme l'énonce la philosophe Barbara Stiegler. Le résultat, ce sont des réputations détruites, des carrières brisées, des scientifiques de premier plan réduits au silence ou à la marge, pendant que des profils infiniment moins qualifiés faisaient la leçon au monde entier. Ce que la presse a fait au débat scientifique pendant cette crise est un désastre, dont nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences pour la confiance dans les institutions, pour la santé publique et pour la démocratie. Pour citer Jay Bhattacharya, des bureaucrates de la santé ont agi comme des dictateurs et ont piétiné les libertés individuelles ainsi que les classes laborieuses.
dans une association malsaine entre autorités, bureaucrates, experts et médias. Comme le résume John Ioannidis, de nombreux scientifiques brillants ont été harcelés et ont reçu des menaces pendant la pandémie, destinées à rendre leur vie et celle de leur famille insupportables. Mes héros, dit-il, sont ces nombreux scientifiques bien intentionnés qui ont été maltraités, calomniés et menacés pendant la pandémie. Je les respecte tous et je souffre de ce qu'ils ont enduré. Que leur position scientifique ait été en accord ou en désaccord avec les miennes. Quand la science devient un engagement élitiste, où quelques-uns disent aux autres « j'en sais plus que vous », ça n'est plus de la science, c'est du totalitarisme, dit John Ioannidis. Cela n'a rien à voir avec la méthode scientifique. Il y a eu un affrontement entre deux visions, la santé publique autoritaire d'un côté, la science de l'autre, et c'est la science qui a perdu. Et ce n'est pas terminé. En ce moment même, un bras de fer oppose Jay Bhattacharya, éminent chercheur de Stanford que vous avez vu dans le tableau, et aujourd'hui directeur des National Institutes of Health, et l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS tente de réécrire l'histoire en prétendant n'avoir jamais recommandé les confinements généralisés, ni le port du masque systématique, ce qui est documenté comme faux. Il y a aujourd'hui des gens qui tentent de faire oublier ce qu'ils ont dit ou fait. Ce n'est pas ma démarche. Et je voudrais conclure cette partie par un document de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2007, bien avant la crise. Il s'intitule « Considérations éthiques dans l'élaboration des mesures de santé publique face à une pandémie de grippe ». Ce document pose 3 principes. Premièrement, les mesures limitant les droits individuels doivent être nécessaires, proportionnées et raisonnables. Daniel Koch a admis que la fermeture des écoles ne l'était pas. La vérité est qu'aucune des mesures non pharmaceutiques qui nous a été imposées n'était absolument nécessaire, n'était proportionnée et n'était raisonnable parce qu'on était convaincu de leur efficacité. Deuxièmement, les décisions publiques doivent être publiées et soumises à l'examen public. On a fait l'inverse. On a verrouillé le débat et chassé les dissidents. Troisièmement, l'information doit être communiquée de façon claire et non alarmiste. Ce ne sont pas mes critères, ce sont ceux de l'OMS et ils ont été violés systématiquement. Je ne vous dirai pas par qui, je ne cherche pas à avoir d'autres ennuis. Je tourne cette page. Un jour, peut-être dans 10 ans, des procès établiront des responsabilités ou pas. L'histoire jugera. Ce qui est de mon ressort et de ma responsabilité à titre personnel aujourd'hui, c'est d'assumer ma parole. Et le cas échéant mes propres écarts. Je continuerai à m'exprimer avec vigilance sur la forme, mais le fond de mon travail reste intact, car nous restons dans une situation où nos élites en faillite sont en train de nous conduire à la catastrophe. Je vous laisse avec quelques références utiles si vous souhaitez aller plus loin dans le constat de ce que nous vivons, au-delà des mensonges et des illusions. Je vous remercie.